avant de rentrer plus en détail dans un point méthode, on va traiter un exemple qui est une application directe des calculs que nous venons de faire pour des projections sur des droites et pour des projections sur des hyperplans. Alors j'ai un peu modifié l'exemple que j'ai donné dans mon cours, bon, histoire qu'on ait quelque chose à faire quand même de différent, puisque je vous demande de calculer la matrice dans la base canonique de la projection orthogonale sur l'ensemble H. Alors pour l'instant je dis l'ensemble H puisque je n'ai aucunement montré que cet ensemble est un espace vectoriel. Donc ça va déjà être la première chose que je vais faire. Je m'aperçois que cet ensemble-là, il est donné par une équation. On sait maintenant que ce genre d'équation définit une forme linéaire. Le théorème de Riesz, qui n'a pas d'application utile ici, c'est-à-dire que j'en ai pas besoin, mais par contre il me donne la direction dans laquelle aller, me dit une équation c'est une forme linéaire ça se représente avec un produit scalaire. Donc le théorème de Riesz il me dit simplement est-ce que tu pourrais pas regarder si par hasard, parce que moi je dis que ça marche à tous les coups, cette équation là je ne peux pas la retrouver en faisant le produit scalaire canonique de R4 entre le vecteur x, y, z, t et un vecteur donc qui serait à déterminer. Est-ce que c'est possible d'ajuster? Et Riesz nous dit que ça l'est, donc on peut faire le beto, mais on sait que ça marche. Est-ce qu'il est possible d'ajuster un vecteur pour que ça fonctionne? Là, on voit qu'ici, pour éliminer x, je dois prendre la composante 0. Pour récupérer y, je dois prendre composante 1. Z, je dois prendre composante moins 1. Et t, je dois prendre comme composante 1. Donc, Riesz nous disait c'est possible, vous pouvez le faire, et nous on l'a fait. Donc voilà un vecteur u qui me permet justement d'écrire mon espace vectoriel H. Donc je récupère donc tout naturellement que H c'est quoi? Si j'ai une relecture de H, H c'est l'ensemble des vecteurs de R4 qui ont un produit scalaire nul, puisque ceci va être nul, avec le vecteur U. H n'est autre que l'orthogonale de U. Ou, si vous préférez, puisqu'on sait que l'orthogonale de l'ensemble A, c'est aussi l'orthogonale de l'ensemble vect de A. Alors attention, là j'ai mis une accolade qui n'a rien à faire ici. J'allais écrire l'ensemble en description, mais autant utiliser les notations du cours. Donc H est l'orthogonale du vecteur U, et de façon équivalente, c'est l'orthogonale de vect de U. Là j'ai l'impression, c'est même plus qu'une impression, j'ai la certitude qu'on vient de faire d'une pierre au moins 3 coups. Première chose, comme H c'est l'orthogonale d'un ensemble, on vient déjà de démontrer que H est un sous-espace vectoriel de R4, puisque l'orthogonale d'un ensemble est toujours un sous-espace vectoriel. 2. On est capable de calculer son orthogonale, puisque dans un espace euclidien, l'orthogonale de l'orthogonale d'un espace vectoriel, c'est l'espace vectoriel lui-même. Comme vect de U, c'est un espace vectoriel, le double orthogonal va donc me donner vect de U. Ce qui veut donc dire que je viens de récupérer la dimension de l'orthogonale de H, qui est donc égale à 1, puisque le vecteur U n'est pas nul, et donc ça me donne la dimension de H. Puisque je sais que la dimension de H plus la dimension de son orthogonale est égale à la dimension de R4, donc la dimension de H, c'est la dimension de R4 moins la dimension de l'orthogonale de H, qui est une droite vectorielle donc de dimension 1, donc H est de dimension 3. On récupère par ce biais un peu mieux que c'est un sous-espace vectoriel, on récupère que H est un espace vectoriel de dimension 3, ce qu'on a coutume d'appeler un hyperplan de R4. Donc là, vous voyez que, juste parce que Riesz nous dit que c'est possible, on peut interpréter l'équation à l'aide d'un produit scalaire et définir l'ensemble H comme l'orthogonale d'un ensemble. Donc là, on voit toute la portée du théorème de Riesz, et là encore, je n'ai jamais vraiment prononcé son nom dans la rédaction, il pointe juste le doigt dans la direction dans laquelle on peut aller, et pour le coup, on y va. Alors maintenant, comment à partir de là, on peut obtenir facilement, efficacement, la matrice de la projection orthogonale sur H? Je vais dire que moi, quand je cherche à faire une projection sur un espace vectoriel, j'ai coutume de projeter sur l'espace vectoriel qui a la plus petite dimension. Alors pour essayer de visualiser un peu mieux les choses, je vais faire un dessin. Comme évidemment je ne peux pas dessiner dans R4, mon dessin je vais le faire dans R3, et je vais remplacer H par un hyperplan de R3. Un hyperplan de R3 c'est un espace de dimension 2, c'est donc un plan. L'orthogonale de H c'est une droite D, et je sais que cette droite D elle est engendrée par un vecteur qu'on a déterminé,
un vecteur qui dirige la droite vectorielle D, c'est le vecteur U. Moi, ce que je veux, c'est déterminer la projection sur H. Alors, je me dis, ben, moi, ce que je préférais, c'est projeter sur une droite vectorielle, parce que ça, on sait bien faire. Donc, je vais exploiter le fait que l'expression de la projection sur H plus la projection sur l'orthogonale de H, ça me redonne l'application identité de R4. Et par conséquent, je peux exprimer ma projection sur H d'un vecteur donné, je vais dire du vecteur X, je vais mettre une flèche sur les vecteurs pour qu'on ne confonde pas avec des scalaires. L'expression PH de X, c'est donc X moins l'expression de la projection orthogonale sur H de X. Mais la projection sur l'orthogonale de H, c'est la projection sur une droite. Pour définir la projection sur une droite, le théorème 29 me dit bon, bah, il suffit d'avoir un vecteur normé qui dirige cette droite. Donc je vais me donner un vecteur normé qui dirige cette droite. Le vecteur U n'est pas normé, donc je vais prendre un vecteur normé. Bah, ce vecteur, je peux prendre U divisé par la norme de U. Ce vecteur-là, il est normé. Et comme la norme de U, c'est 1 sur racine de 3, hein, c'est la racine de 1 au carré plus moins 1 au carré plus 1 au carré, c'est donc racine de 3. Le vecteur, non, un vecteur, pardon, parce qu'il y en a deux, normé qui dirige cette droite, c'est le vecteur 1 sur racine de 3, et ses coordonnées dans R4, c'est 0, 1, moins 1, donc multiplié par 1 sur racine de 3. Et du coup, j'ai directement l'expression de ma projection du vecteur x ici, c'est le vecteur x, ça ok, moins bah, la projection sur cet axe-là, c'est le produit scalaire du vecteur x par un vecteur normé qui dirige cette droite, multiplié par ce même vecteur normé. Vous allez dire, mais si vous voulez une formule, est-ce que c'est possible? Bien sûr que c'est possible. Si j'appelle les coordonnées du vecteur x flèche, x, y, z, t, là, je récupère donc le vecteur x, y, z, t, et là, je récupère quoi? Bah, le produit scalaire de x par d multiplié par le vecteur d. Donc déjà, le terme 1 sur racine de 3, il va être mis en facteur ici et ici, donc il va sortir en facteur 1 tiers. Il me reste à faire le produit scalaire entre le vecteur qui est là et le vecteur x, y, z, t. Là, je vais récupérer y moins z plus t, multiplié par le vecteur d, mais sans le terme 1 sur racine de 3, donc multiplié par le vecteur 0, 1, moins 1, 1. Voilà l'expression P de x, y, z, t. Bah maintenant, pour avoir la matrice dans la base canonique, bah, je peux m'en sortir tout à fait simplement. La matrice dans la base canonique de PH s'obtient simplement en faisant quoi? En mettant en colonne les images des vecteurs de la base canonique. Donc je vais mettre en colonne PH de 1, PH de E2, PH de E3, PH de E4, et je dois exprimer donc ces vecteurs-là dans la base canonique, donc dans la base E1, E2, E3, E4. Voilà la définition de la matrice d'une application linéaire. Je cherche l'image du vecteur de coordonnées 1, 0, 0, 0. Donc je vais remplacer ici x, y, z, t par 1, 0, 0, 0. Ici, je m'aperçois qu'il y a, dans ce cas-là, tout ce terme-là est intégralement nul puisque y, z et t sont nuls. Donc je récupère que la composante, ici, ça me donne 1, 0, 0. Ce qui est assez logique, puisque je sais que le vecteur E1 vérifie l'équation de H, donc le vecteur E1 est dans H, donc il est son propre projeté. Pour le vecteur E2, comme c'est l'image du vecteur de coordonnées 0, 1, 0, 0, on va juste remplacer y par 1, et les autres termes, a priori, on va les remplacer par 0. Donc quand on fait le calcul, on va récupérer, donc, la première composante, elle est donc nécessairement nulle. La deuxième composante, elle vaut 2 tiers, puis 1 tiers, puis moins 1 tiers. On fait la même chose avec P de E3, où je remplace Z par 1 et les autres par 0. Donc là, j'ai toujours une composante nulle par rapport à X. Et là, on va récupérer donc 1 tiers, 2 tiers, 1 tiers. Et on fait la même chose avec P de E4. Là, j'ai forcément 0. Je prends t égale 1 et les autres nuls, donc ça va me donner moins 1 tiers et 2 tiers. Voilà donc la matrice de ma projection orthogonale sur H
dans la base canonique. Alors vous pouvez vérifier le calcul qu'on nous a demandé de faire dans l'énoncé. Vous pouvez vérifier en remplaçant ici x par 1, y par 2, z par 1 et t par 0, ou multiplier la matrice qui est là par la matrice colonne 1, 2, 1, moins 1, et vous allez vérifier que ce produit va vous donner 1, 5 tiers, 4 tiers, moins 1, comme il est indiqué dans l'exercice. Donc après tous les exemples qu'on vient d'établir et les théorèmes fondamentaux qu'on a travaillés, on peut maintenant en dégager un point méthode pour être capable de calculer efficacement le vecteur PV de x, c'est-à-dire le projeté de x sur un espace vectoriel donné, la projection orthogonale de x sur un espace vectoriel donné. Alors il y a déjà le cas particulier où on connaît des formules efficacement, c'est les deux premiers points. Le premier point, c'est quand l'espace vectoriel est de dimension 1. Ça, il faut vous rappeler de cette règle que vous avez vue quand vous étiez petit. Si vous avez un vecteur x, pour le projeter sur une droite dirigée par un vecteur normé, la projection que vous êtes en train de faire là, le dessin que vous êtes en train de faire là, c'est le symbole du produit scalaire de x par le vecteur normé. Donc ça, c'est la coordonnée selon le vecteur normé. Comme la projection de x, c'est un vecteur, vous récupérez la composante par rapport à ce vecteur normé u. Donc, la projection du vecteur x orthogonal sur l'espace vectoriel V, c'est x scalaire u multiplié par le vecteur u. On retrouve le fait que c'est un vecteur proportionnel à u, dont le coefficient de proportionnalité, rappelez-vous les cours que vous avez vus quand vous étiez petit, c'est le produit scalaire de x par u. Bon, ça c'est déjà la première chose. Pour l'hyperplan, c'est la même chose, puisque pour l'hyperplan, on va passer par la projection sur l'orthogonale, puisque l'orthogonale d'un hyperplan, c'est une droite. Donc si on s'est projeté sur une droite, on s'est projeté sur un hyperplan. L'autre situation, c'est une situation qui est un peu plus générale que celle-là, c'est quand on veut calculer la projection orthogonale sur V et qu'on connaît une base orthonormée de V. Dans ce cas-là, on a le théorème, je ne me rappelle plus le numéro, 29 je dirais, le théorème 29 qui nous dit que, eh bien, on obtient le même genre de résultat ici, sauf que le raisonnement, on le fait vecteur de base orthonormée par vecteur de base orthonormée. On récupère donc la somme des produits scalaires des xi epsilon i quand i varie entre 1 et p. Et enfin, une dernière situation où vous projetez sur un espace vectoriel qui est ni une droite ni un hyperplan. Alors là, deux situations, soit vous êtes en mesure de calculer efficacement une base orthonormée, soit l'énoncé vous donne une base orthonormée, et dans ce cas-là, on est ramené aux méthodes ci-dessus, notamment le point 2. Mais si ce n'est pas le cas, et si le procédé de Gram-Schmidt, vous sentez que ça va amener des calculs compliqués, il y a une autre méthode, c'est la proposition numéro 28 qui nous permet de caractériser le vecteur PV de x. Donc pour ça, il nous faut une base de V. Alors ça quand même, on a pratiqué des milliards d'exercices où l'objectif c'était de trouver une base. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument savoir faire. Et quand vous avez une base, eh bien, vous savez déjà que le vecteur PV, c'est un vecteur de V. Donc il se décompose de manière unique dans cette base. Et pour trouver ces fameuses coordonnées, ces fameux alpha 1, alpha 2, alpha p dans la base que vous avez obtenue, eh bien vous vous servez des conditions suivantes, puisqu'on a vu que le vecteur x moins pv de x, il est dans l'orthogonale de v, donc il est orthogonal à une famille génératrice de v, donc il est orthogonal au vecteur vi. Vous allez récupérer ici p équation avec combien d'inconnus? Ah, tiens, avec p inconnus. Donc vous allez être amené à la résolution d'un système de Cramer. Donc on peut s'en sortir sans même connaître une base orthonormée de V, mais par contre le minimum dans ce cas-là, c'est de connaître une base de V. C'est-à-dire si vous ne connaissez pas de base de V, alors là effectivement, ça commence à devenir franchement compliqué. Donc voilà pour le point méthode, et on va tâcher de le mettre en place sur des petits exercices. Alors cet exercice va nous permettre de mettre en place justement le point méthode qu'on a vu sur le calcul d'une projection orthogonale. Donc ici, en l'occurrence, si on se projette dans l'exercice, une fois qu'on aura démontré que psi est un produit scalaire, l'espace vectoriel sur lequel on doit réaliser cette projection orthogonale, c'est R1 de x, c'est-à-dire c'est l'espace vectoriel engendré par le polynôme 1 et par le polynôme x. Donc l'objectif est de calculer le projeté orthogonal de x carré sur cet espace vectoriel, et on va mettre en application les méthodes qu'on a mis en évidence
dans le point méthode et dans les calculs qu'on a fait précédemment. Alors déjà la première chose, ça serait de justifier rapidement que psi est un produit scalaire. Donc là je vais rédiger ça de la façon la plus concise possible. Je sais déjà que je vais commencer par démontrer la symétrie. Donc je peux déjà dire que psi est symétrique et je vais simplement donner la raison. Alors pour ça il faut montrer que l'intégrale entre 0 et 1 de P de t Q de t dt, c'est l'intégrale entre 0 de 1 de Q de t P de t dt. Donc ça revient à permuter P de t et Q de t. Il faut juste qu'on justifie qu'on peut le faire. Donc regardons ce qu'on manipule. P de t c'est un réel, Q de t c'est un réel. Donc je peux dire que psi est symétrique par commutativité du produit des réels, puisque c'est la seule chose que l'on a à justifier dans l'argumentation. Donc par commutativité du produit des réels. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point. Le deuxième point consiste à prouver la linéarité par rapport à la première place, puisque on sait que si on est symétrique et linéaire par rapport à la première place, on est bilinéaire. Mais là encore, on peut dire que psi est linéaire par rapport à la première place. Là, il n'y a pas de grand mystère non plus. Ça, c'est simplement par linéarité de l'intégrale et par distributivité du produit par rapport à la somme. Moi, je vais simplement souligner la linéarité de l'intégrale. Donc là, on a la linéarité par rapport à la première place, la symétrie. Donc on peut déjà dire que l'application psi, elle est bilinéaire et de surcroît symétrique. Alors pour être défini positif, on va déjà regarder positif. Pour ça, attention aux définitions. On se donne un polynôme de R de x. Et on doit calculer psi de pp. Alors psi de pp, c'est l'intégrale entre 0 et 1 de p de t au carré dt, qui est positif par positivité de l'intégrale. Effectivement, j'intègre ici une fonction positive. Donc a priori, comme les bornes sont dans le sens croissant, par positivité de l'intégrale, je récupère bien un nombre positif. Pour définir, je dois examiner ce qu'il se passe lorsque phi de pp est nul. Alors phi de pp est nul, ça signifie que l'intégrale qu'on a obtenue au-dessus ici est l'intégrale nulle. Et moi j'aimerais récupérer une information sur l'intégrande. Alors pour ça, je vais m'inspirer de ce que j'ai dit évidemment dans le terme précédent, puisque je sais que quel que soit t appartenant à l'intervalle 0,1, je peux dire que p de t au carré est un nombre positif, donc j'intègre une fonction positive, et j'intègre également une fonction qui est continue, puisque la fonction qui est at à ceci p de t carré est une fonction qui est clairement polynomiale. Donc je peux dire également que l'intégrande est une fonction continue. Moralité. Si j'ajoute au fait que l'intégrale est nulle, au fait que l'intégrande est positive et que l'intégrande est continue, on peut appliquer un théorème de l'intégration qui nous permet de dire que quel que soit t appartenant à l'intervalle 0,1, p de t au carré est égal à 0, donc en particulier p de t va être égal à 0. Ce qui permet donc de dire que le polynôme p admet une infinité de racines. Or, on sait qu'il n'y a qu'un seul polynôme qui possède une infinité de racines, c'est le polynôme nul. Donc on récupère que le polynôme p est le polynôme nul. Et respectivement, s'il est nul, évidemment j'ai l'intégrale qui est nulle. Donc on a bien la positivité et la définie. Donc psi est défini positif. Donc on vient bien de démontrer que psi est un produit scalaire sur l'espace vectoriel R de x. On va donc maintenant pouvoir passer au calcul de la projection orthogonale. Pour mon premier calcul, je vais déjà exploiter le fait que, a priori, je connais une base de l'espace vectoriel V. Si je n'ai pas envie d'orthonormaliser cette base en appliquant le procédé de Gram-Schmidt pour me ramener au cas où je connais une base orthonormée de l'espace vectoriel sur lequel je réalise ma projection, je peux regarder déjà ce que donne le dernier point, puisque c'est un point
où j'utilise simplement une base de mon espace vectoriel? Eh bien, je vais simplement dire que le vecteur que je cherche à calculer, ce vecteur, je vais l'appeler PV de x carré. Ce vecteur PV de x carré, il est caractérisé par deux points d'après le cours. Déjà, c'est un élément de V, et x carré moins PV de x carré appartient à l'orthogonale de V. Donc j'ai ces deux points qui caractérisent entièrement ce polynôme. Alors pour le premier point, comme V il est engendré par 1 et par x, je peux donc dire que mon PV de x carré va s'écrire alpha fois le polynôme 1 plus bêta fois le polynôme x. Donc déterminer PV de x, c'est simplement être capable de déterminer alpha et bêta. Mais la méthode nous donne d'autres contraintes. La contrainte qui est là va me donner deux équations qui vont définir de façon unique ce vecteur. Donc ça veut dire que le système d'équations que je vais récupérer sera un système de Cramer. Dans les faits, comme le vecteur x carré moins pv de x carré appartient à l'orthogonale de V, ce vecteur doit être orthogonal à tous les vecteurs de V. Mais on a vu en cours qu'il était suffisant qu'il soit orthogonal à une famille génératrice de V. Comme la famille 1x, c'est une base de V, le système qu'on récupère, c'est juste de dire que ce polynôme est orthogonal à 1 et que ce polynôme est orthogonal à x. Ce qui conduit à un système qui est défini avec des produits scalaires. Le produit scalaire de x de x moins pv de x carré par 1 est nul, et le produit scalaire de ce même vecteur par x est nul. Ce qui va donc me donner que PV scalaire 1, c'est-à-dire alpha plus bêta x scalaire 1, doit être égal au produit scalaire de x carré par 1. Et j'ai le même genre de système avec alpha plus bêta x scalaire x doit être égal au produit scalaire de x carré par x. Donc il ne nous reste plus qu'à linéariser le produit scalaire ici et à calculer les produits scalaires en jeu, et on va pouvoir résoudre notre système. Alors je simplifie un petit peu le système. Là j'obtiens alpha fois le produit scalaire de 1 par 1. Le produit scalaire de 1 par 1, c'est l'intégrale entre 1, de 1 entre 0 et 1, donc c'est 1, donc première équation c'est alpha. Ensuite je dois intégrer t entre 0 et 1, ça va me donner 1 demi, donc plus bêta sur 2, va être égal à l'intégrale du produit de 1 par t carré, donc de t carré entre 0 et 1, ça me donne donc 1 tiers. Je m'aperçois qu'ici j'ai exactement le même genre d'équation, sauf que les termes sont multipliés par t. Donc là on va récupérer alpha sur 2 plus bêta sur 3 va être égal à 1 quart en appliquant le même genre de méthode. Il nous reste donc à résoudre ce système pour récupérer alpha et bêta et pour récupérer l'expression de ma projection orthogonale. La résolution du système s'opère simplement avec la méthode de Cramer. Donc on a ce système-là. J'ai juste multiplié la deuxième équation pour avoir une relation plus facile à récupérer. Puis je retire à la deuxième ligne la première pour récupérer l'expression de bêta. Et une fois qu'on a l'expression de bêta, l'expression de alpha suit son cours. Donc on avait bien un système de Cramer. Mais ça, c'était une certitude en raison de ce qu'on avait pu obtenir dans la caractérisation du vecteur projeté orthogonal. Donc là, on récupère que PV de x carré, eh bien c'est donc alpha plus bêta x avec alpha et bêta qui sont égaux à ça. Donc ça va me faire x moins 1 sixième. Donc voilà ce fameux projeté orthogonal en appliquant la méthode de la proposition numéro 28, c'est-à-dire la caractérisation de mon projeté orthogonal. Voilà une première façon de faire. Une deuxième façon de faire, donc si j'utilise la deuxième partie du point méthode, un deuxième calcul consiste à utiliser le procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt. Là, je vous rappelle qu'on est en train de travailler avec V qui est égal à R1 de x, qui est l'espace vectoriel engendré par la base canonique de R1 de x, 1x. Donc avec le procédé de Gram-Schmidt, on peut chercher une base orthonormée de V pour le produit scalaire intégral qu'on a défini. Donc je mets en place le procédé de Gram-Schmidt. Donc la première étape du procédé, ça correspond à prendre le premier polynôme qui est là et lui donner le nom de P0. Donc là, on ne change rien. Et pour le deuxième polynôme,
on va corriger le deuxième polynôme avec le polynôme P0 de manière à obtenir un polynôme orthogonal. Donc on cherche un nombre alpha de manière à ce que le produit scalaire entre le polynôme P1 et le polynôme P0 soit nul. Donc on va calculer ce produit scalaire. Hein. Ceci est équivalent à dire que le produit scalaire de x par P0 plus alpha fois le produit scalaire de P0 par P0 doit être égal à 0. Ce qui est donc équivalent à dire que alpha va être égal à l'opposé de x scalaire P0 sur le produit scalaire de P0 par P0. Donc je vais calculer à part le produit scalaire de P0 par P0. Ici, ça va être égal à l'intégrale entre 0 et 1 de 1 dt, ça va être égal à 1. Le produit scalaire de x par P0, ça va être l'intégrale entre 0 et 1, donc de t dt, ça va être égal à 1 demi. On récupère donc que alpha va être égal à moins 1 demi, et donc que le polynôme P1 que l'on cherche, c'est x moins 1 demi. Alors pour l'instant, ce qu'on a récupéré, c'est une famille, enfin une base orthogonale de V, hein, la famille qui est considérée de ces deux polynômes. Il me reste encore à normer les deux polynômes pour obtenir une base orthonormée. Alors j'ai déjà le carré de la norme de P0 qui vaut 1, donc la norme de P0 vaut 1, donc mon premier polynôme là est en fait normé, donc celui-là on va le conserver. Et maintenant je vais calculer le produit scalaire de P1 par lui-même pour calculer sa norme au carré. Ça me donne l'intégrale entre 0 et 1, donc de t moins 1 demi fois t moins 1 demi, donc de t moins 1 demi au carré. Quand on développe cette expression, on va récupérer donc l'intégrale entre 0 et 1 de t carré moins t plus 1 quart dt. L'intégrale entre 0 et 1 de t carré, ça va donc nous donner 1 tiers, moins l'intégrale de t entre 0 et 1, 1 demi, plus 1 quart. Donc là, on réduit cette fraction à un dénominateur commun. On peut prendre 12. Ici, il va 4 fois, ici 6 fois, ici 3 fois. On obtient donc 1/12 pour le carré de la norme. Donc, moralité, la norme du vecteur P1, c'est la racine de 1/12. C'est donc 1 sur racine de 12. C'est donc 1 sur 2 racines de 3. Donc pour normer ce polynôme-là, il faut le diviser par cette norme, donc le multiplier par 2 racines de 3. Donc ma base orthonormée, la bonne base avec laquelle il faut travailler ici pour obtenir ma formule, elle est constituée du polynôme 1 et du polynôme qui est là multiplié par 2 racines de 3. C'est donc 2 racines de 3x moins racine de 3. Alors, je vais peut-être factoriser racine de 3 pour que les calculs se fassent plus simplement. On a intérêt à factoriser ce terme-là. Donc là, le procédé de Gram-Schmidt nous a permis de mettre en évidence une base orthonormée de l'espace vectoriel V. Donc la famille qui est formée du polynôme epsilon 0 et du polynôme epsilon 1 est une base orthonormée de V. Alors ça, c'est bien parce que maintenant, on va pouvoir disposer de la formule du cours. La projection orthogonale sur V du polynôme x carré, d'après le cours, ces coordonnées, je les calcule en calculant les produits scalaires sur les vecteurs de ma base orthonormée. Donc ça va être x carré epsilon 0 fois epsilon 0 plus x carré scalaire epsilon 1 multiplié par le vecteur epsilon 1. Donc on n'a plus qu'à calculer tout ça pour voir quel est le projeté orthogonal. Donc ça, c'est l'intégrale entre 0 et 1 de t carré dt. Ça, on a déjà calculé, ça fait 1 tiers. 1 tiers multiplié par epsilon 0, c'est 1 tiers multiplié par le polynôme 1. On obtient 1 tiers. Plus le produit scalaire de x carré par epsilon 1 multiplié par epsilon 1. Alors je vois déjà que dans epsilon 1, j'ai racine de 3 qui va se mettre en facteur ici et en facteur ici. Donc si je mets les deux racines de 3 en facteur, je vais obtenir 3. Là, il me restera donc à calculer le produit scalaire de x carré par 2x moins 1. Et là, le polynôme, c'est juste 2x moins 1, puisque j'ai déjà mis en facteur racine de 3. Donc, on continue nos petits calculs, maintenant qu'on a éliminé les racines. Là, on va récupérer deux fois l'intégrale de t cube, c'est-à-dire qu'on va récupérer deux fois un quart.
moins l'intégrale de t carré entre 0 et 1, moins 1 tiers, multiplié par 2x moins 1. Donc là, on récupère 1 demi moins 1 tiers, ça fait 1 sixième. On récupère 1 tiers plus 3 sur 6, donc plus 1 demi, facteur de 2x moins 1. Donc après réduction, on récupère x plus 1 tiers moins 1 demi. Et en réduisant la fraction au même dénominateur, on va récupérer x moins 1 sur 6. Donc on obtient que la projection de x carré sur v, c'est x moins 1 sur 6. C'est bien le résultat qu'on avait obtenu par le calcul de tout à l'heure. L'exercice numéro 10 est un exercice un peu de la même veine, où il est question de travailler dans un espace vectoriel de dimension 4. On nous demande de déterminer la matrice de la projection orthogonale sur V. Alors matrice dans la base canonique. Je ne l'ai pas précisé ici, et il est précisé dans l'énoncé du cours. Donc matrice dans la base canonique. Alors déjà, on constate que V est donné par des équations. Ça c'est déjà pas mal, contrairement à l'exercice précédent où V était donné par une base. Alors c'est intéressant les équations parce que nous on sait les traiter. On sait qu'une équation correspond à une forme linéaire, à un produit scalaire. Donc je m'aperçois par exemple que le terme que je peux pointer ici, le terme x1 plus x2 plus x3 plus x4, ça je peux le définir avec le produit scalaire, donc du vecteur x1, x2, x3, x4, avec le vecteur dont toutes les coordonnées est égales à 1. Si je calcule le produit scalaire entre ces deux vecteurs-là, je vais justement récupérer x1 plus x2 plus x3 plus x4. Ce qui veut donc dire que cette condition-là, que cette somme est égale à 0, ça veut simplement dire que ce vecteur-là est orthogonal à ce vecteur-là. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, si je respecte le même genre d'idée, je me dis, est-ce que je ne pourrais pas trouver un produit scalaire, toujours par RIS? Je sais que ça existe. Donc là, quand je me pose la question, je sais bien que la question va avoir une solution, puisque les équations ici correspondent à des formes linéaires, et ces formes linéaires, on sait qu'on peut les représenter avec un produit scalaire. Donc je me pose la question naïvement, est-ce que je peux ajuster un vecteur pour obtenir que le produit scalaire canonique entre ces deux-là donne ça? Alors la réponse est bien évidemment oui, et ce vecteur, il n'est pas très dur à trouver. Moralité, l'ensemble V, je peux le requalifier. Pourquoi? Puisqu'on me dit que V, c'est l'espace vectoriel dont les équations sont données, sont données par ces deux équations-là. Or, cette équation-là, elle signifie quoi? Elle signifie que le vecteur x1, x2, x3, x4 est orthogonal à ce vecteur. La deuxième équation, elle me dit que le même vecteur est orthogonal à ce vecteur. Donc V, en fait, V, je peux dire que c'est l'ensemble des vecteurs x1, x2, x3, x4 de R4, tel que eh bien, le vecteur x1, x2, x3, x4 est orthogonal au vecteur 1, 1, 1, 1 et orthogonal au vecteur 1, moins 1, 1, moins 1. Je peux très bien voir l'ensemble V sous cette forme-là en réécrivant les deux équations comme des produits scalaires. Mais du coup, quand on voit cette définition, on voit que l'ensemble V, c'est juste l'orthogonale des vecteurs epsilon 1 et epsilon 2. Où epsilon 1, je peux prendre le vecteur qui est ici ou le vecteur qui est ici, ou je peux faire mieux encore. Pourquoi? Parce que je m'aperçois que le produit scalaire entre les deux vecteurs qui sont ici est nul. Donc déjà, ces deux vecteurs, ils sont orthogonaux. Si je norme ces vecteurs, je vais même hériter ici des produits scalaires avec des vecteurs qui vont former une base orthonormée. Donc moi, ce que j'ai envie de prendre dorénavant comme vecteur, c'est 1 demi du vecteur 1, 1, 1, 1, ce qui ne change pas la condition d'orthogonalité. Et j'ai divisé par 1 demi parce que la norme de ce vecteur, c'est la racine de 1 au carré plus 1 au carré plus 1 au carré plus 1 au carré, et c'est racine de 4, c'est 2. Ce vecteur-là a la même norme, et donc, si je le norme, je vais récupérer ce vecteur pour epsilon 2. Donc je m'aperçois que V, c'est l'espace vectoriel engendré par epsilon 1, epsilon 2.
Donc on a bien affaire à un espace vectoriel, ça on s'en doutait, et c'est en fait l'orthogonale de l'espace vectoriel engendré par epsilon 1 et epsilon 2. Donc ce que je connais bien de V, c'est son orthogonale, puisque l'orthogonale de V, c'est le double orthogonal de cet espace vectoriel. C'est donc l'espace vectoriel engendré par epsilon 1 et par epsilon 2. Mais du coup, regardez, on dispose de quoi ici? On dispose directement d'une base orthonormée. Ici, on dispose d'une base orthonormée de l'orthogonale de V. Donc je sais parfaitement calculer avec le cours, avec là la propriété, le théorème numéro 29, on sait calculer l'expression de la projection orthogonale sur V de n'importe quel vecteur U. Ça, d'après mon théorème, il suffit que je fasse les projections de U sur les vecteurs qui forment une base orthonormée de l'orthogonale. Donc j'obtiens U scalaire epsilon 1 fois epsilon 1 plus U scalaire epsilon 2 fois epsilon 2. Donc on récupère cette expression. Mais ça me permet de récupérer l'expression de la projection orthogonale sur V, puisque la projection orthogonale sur V plus la projection orthogonale sur l'orthogonale de V, c'est l'identité. Donc on va récupérer on obtient ici U moins PV orthogonale de U. Donc on obtient une chouette formule pour la projection orthogonale de V du vecteur U. C'est donc U moins le produit scalaire de U par epsilon 1 fois epsilon 1, plus le produit scalaire de U epsilon 2, epsilon 2. Pour obtenir la matrice donc, de PV dans la base canonique, donc j'ai noté E1, E2, E3, E4, les vecteurs de la base canonique, il suffit d'appliquer la formule qu'on a ici au vecteur de la base canonique et de remplir le tableau comme on a l'habitude de le faire. Donc, je vais vous présenter par exemple le calcul de PV de E1. Donc E1, c'est le vecteur E1, hein, donc c'est le vecteur de coordonnées 1, 0, 0, 0, premier vecteur de la base canonique, moins le produit scalaire de ce vecteur E1 par ce vecteur-là. C'est le produit scalaire canonique, hein, c'est R4 unité de sa structure euclidienne canonique. Donc ça fait 1 fois 1 demi, puis après les autres coefficients sont nuls. Donc ça fait 1 demi. 1 demi multiplié par le 1 demi qui est là, ça fait donc 1 quart du vecteur 1, 1, 1, 1. Plus, alors là, attention, il y a une parenthèse, donc là, il y a un moins, et ici aussi il y a un moins, pardon. Voilà. Donc, moins le produit scalaire de E1 par le vecteur epsilon 2. Ça va être exactement la même chose. Le vecteur de coordonnées 1 puis 3, 0, si je fais le produit scalaire avec ce vecteur-là, il va juste me rester donc 1 demi, multiplié par le 1 demi qui est là, donc ça va nous faire 1 quart. Donc 1 quart multiplié par le vecteur epsilon 2. Donc ça va nous donner moins 1 quart, multiplié par le vecteur 1, moins 1, 1, moins 1. Donc au final, on va récupérer quoi si je continue le calcul ici? Eh bien, on va récupérer, si je m'occupe déjà des deux vecteurs ici, et je compense avec le vecteur 1 à la fin. La première coordonnée, donc ça va me donner, donc je vais mettre un plus ici pour additionner plus facilement. Donc moins 1 quart, ça va me donner moins 1 demi. Ensuite, ces deux termes-là, ça va me donner moins 1 quart plus 1 quart, donc 0. Ensuite, on va récupérer moins 1 quart, moins 1 quart, moins 1 demi. Et enfin, la dernière, moins 1 quart plus 1 quart, 0. J'ai plus qu'à ajouter à ce vecteur le vecteur 1 puis que des 0, ce qui revient à ajouter 1 à cette relation. On récupère donc 1 demi, 0, moins 1 demi, 0. C'est-à-dire, puisque ça c'est le quadruplet, si je l'exprime dans la base canonique, on va donc récupérer comme coordonnées 1 demi, 0, moins 1 demi, 0. On n'a plus qu'à faire de même avec les autres vecteurs pour récupérer la fameuse matrice dans la base canonique. Si vous continuez de même, je vous ai montré par exemple le calcul de PV de E2, c'est exactement la même formule qu'on applique. On fait les calculs et on récupère cette ligne-là.
Alors après, moi j'ai fait le calcul du vecteur PV2E3, PV2E4, et on récupère cette matrice à laquelle vous pouvez factoriser 1,5, puisque 1,5 est un facteur de tous les coefficients. Donc là, on voit qu'il était assez facile d'interpréter ces équations en termes de produits scalaires pour faire apparaître que V, c'est l'orthogonale d'un ensemble dont on a été capable de calculer assez rapidement une base orthonormée. L'avant-dernier théorème de ce cours sera clairement pas la partie la plus difficile à démontrer. On va voir qu'une des propriétés des projecteurs orthogonaux, c'est qu'ils réduisent la norme. En fait, ils réduisent les distances. Alors cette inégalité est connue sous le nom d'inégalité de Bessel. Vous verrez peut-être son application dans le cadre de ce qu'on appellera plus tard en école d'ingénieur les séries de Fourier. Bon, nous, on va déjà nous contenter de montrer que dans un espace euclidien, les projections orthogonales réduisent la norme. Alors, on va voir que c'est franchement pas compliqué, mais pour ça, je vais quand même faire un dessin. Pour changer, au lieu de faire un dessin avec plan droite, je vais faire une équation avec droite-droite, par exemple. Donc vous imaginez que ça, c'est V, donc une droite vectorielle. Imaginons qu'on se place dans R2. Donc dans R2, le supplémentaire orthogonal d'une droite, c'est une droite. Donc là, imaginez que là, vous avez l'orthogonale de V. Et l'objectif est donc de démontrer que si je prends un vecteur X de R2 absolument quelconque, sa projection orthogonale sur V a une norme réduite. Donc la projection orthogonale sur V, c'est le vecteur qui est ici. Voilà le vecteur PV de X. Alors évidemment, ça paraît pas très compliqué à imaginer. Pourquoi? Parce que vous remarquez ici que si vous travaillez dans R2 canoniquement euclidien, donc avec le produit scalaire de l'angle droit, vous avez un angle droit et que le triangle qui est ici est probablement un triangle rectangle. Donc en moralité, l'inégalité de Bessel, elle résulte probablement du théorème de Pythagore, évidemment généralisé dans un espace vectoriel. Alors ici, on a un angle droit, parce qu'on sait que le vecteur qui est là, c'est x moins PV de x, puisque c'est le même vecteur que j'obtiens en projetant sur l'orthogonale. Donc en fait, ce que je suis en train d'écrire, c'est que le vecteur x ici, on a intérêt à l'écrire PV de x plus x moins PV de x. Et là, on constate géométriquement, donc le vecteur x moins PV de x, je vais quand même l'écrire, le voilà. Ça, c'est x moins PV de x. Et on constate donc que cette somme, elle a quelque chose de très intéressant, qu'on constate dans notre cas particulier ici, mais qu'on peut vérifier de façon plus générale. C'est comme le vecteur qui est là est dans V et le vecteur qui est là est dans l'orthogonale de V, on récupère que ces deux vecteurs sont orthogonaux. On peut donc appliquer le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore me dit que la norme de x au carré, c'est la norme de ce terme-là au carré, mais comme ces deux vecteurs sont orthogonaux, c'est la norme de PV de x au carré plus la norme de x moins PV de x au carré. Donc voilà ce que je récupère. Donc ça c'est par application du théorème de Pythagore. Par application de Pythagore. Alors quand on applique un théorème, évidemment, il faut bien en vérifier les hypothèses. Pythagore, il faut vérifier qu'il s'applique à des vecteurs qui sont orthogonaux. Eh bien, j'affirme que le vecteur PV de x qui est dans V et le vecteur x moins PV de x qui est dans l'orthogonale de V, ils sont évidemment orthogonaux, donc la formule de Pythagore s'applique. Donc moralité, cette inégalité, elle va me permettre de comparer la norme de x au carré et la norme de PV de x au carré, puisque le nombre qui est là, il est évidemment supérieur ou égal à 0. Donc on en déduit immédiatement que la norme de x au carré, elle est évidemment supérieure ou égale à la norme qui est ici, puisque ici j'enlève un terme qui est positif ou nul. Et comme la fonction racine carrée est une fonction qui est croissante sur R+, et là tous les termes qui interviennent dans cette inégalité sont positifs, on récupère donc bien que la norme de PV de x, elle est majorée par la norme de x. On récupère bien donc l'inégalité de Bessel et le fait qu'une projection minimise la norme, enfin abaisse la norme, on va dire.